Bonsoir. J'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Je vais vous laisser arriver. Ah, super, il est là. Hop. Allô. Bonsoir Est-ce que- Martin. Bonsoir, Nina. Je vais épingler comme ça. Euh, alors, est-ce que j'arrive à commenter? Est-ce que vous me voyez bien? Je pense que oui. Je vais enlever les commentaires. Je suis en train d'essayer de mettre juste le titre. Comme ça, on va commencer pendant que les personnes arrivent. Vous allez bien? Ça va très bien. Euh, il neige. Ah non, Ah, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté. Enfin, ça s'arrête. c'est la Mais il saison, fait, hein. ce qui fait quand même bien plus froid au Canada, non? Ouais. Oui, oui, le matin, en ce moment, il fait moins 12, moins 15. Ah. Mais Mais on est équipé. oui, c'est On est, vrai. on est équipé dehors. Quand, euh, quand ma blonde ou moi, on sort notre chienne, on est couvert, hein. Je veux dire, même elle est couverte. Elle a un Ouais, le manteau. neige, bah oui, ça c'est. Oh. Non, non, j'étais venue faire un séjour au Canada, mais c'était en mai, mais il faisait encore bien froid. Je me souviens, c'était. Ouais. Ouais. Oui, il fait à partir de mai-juin, il fait bon et il peut faire bon jusqu'à fin octobre, hein. Mais après, ouais, novembre à mars, bah, ça dépend. Des fois, on a un printemps précoce, mais, mais de toute façon, on est équipé, hein, je veux dire, et les, les vrais Montréalaises et Montréalais de longue date me disent que les hivers sont plutôt plus courts qu'avant. Ah oui, d'accord. Ouais. Probablement à cause du réchauffement climatique, les hivers sont plus courts. Donc, Ah, on super. va pas, Je vais. on va pas se plaindre. Bon, je pense que si le son est bon pour tout le monde, on va pouvoir continuer la discussion parce que j'ai Il y a un des peu, petites questions. il y a un peu d'écho avec vous. Oui, j'en ai aussi un tout petit peu, mais je sais pas si c'est ce que j'ai pas mis de. Je peux mettre mes écouteurs, je sais pas si ça va changer grand-chose. Je vais voir, je vais essayer parce que je suis garantie que je vais mettre ici. Alors, est-ce que c'est mieux le son? C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'écho, il n'y a plus d'écho ambiant. Oui, c'est plus clair. Génial, ok, je vais les garder. Alors, euh, vous avez écrit tellement de livres, là j'avais envie de vous poser quelques questions autour de la santé, parler un petit peu de la douleur, de la maternité, aborder un petit peu tout ce qui est infantilisation et tout ce qui va aussi être transfert. Bon, apparemment c'est mieux. Ah oui, bon, apparemment le son est mieux. Euh, Si vous deviez nous définir ce que c'était pour vous la douleur, si vous deviez parler de la douleur, du mal-être et de la souffrance, est-ce que vous auriez des mots à nous donner? Je vais Alors, enlever les... il y a,
Euh, vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends très bien. Je vais juste dire aux personnes, j'ai enlevé les commentaires pour que vous puissiez voir Martin. Donc, si vous avez des questions, des réactions, vous avez des petits cœurs sur le côté, vous pouvez les mettre. Et s'il y a des questions, vous avez la petite boîte à questions, le point d'interrogation, vous posez toutes vos questions. Et je remettrai juste après un petit peu les commentaires, je les réactiverai. Mais là, comme ça, vous le voyez, c'est mieux. Je vous laisse la parole. Alors, la douleur, enfin, il y a, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, j'ai coécrit avec un ami médecin de famille, mais qui est spécialiste de la douleur, un livre qui s'appelle Tu comprendras ta douleur. Tous les deux, Mm. ça fait très longtemps qu'on s'intéresse à ça. Lui, en plus, il travaille dans un centre de la douleur, c'est son Tout à activité fait. Mm. principale. Et ça nous paraissait indispensable de définir dans des termes que tout le monde comprenne ce que c'est que la douleur. La douleur. En fait, c'est une fois qu'on a, enfin, on a beaucoup travaillé pour trouver des termes simples, mais c'est assez simple. La douleur, c'est un signal d'alarme. C'est-à-dire, vous êtes dans voilà, c'est le capteur de fumée que vous avez à votre plafond. Enfin, nous ici, on en a partout. S'il y a trop de fumée, votre capteur de fumée se met à sonner. Parce que ça veut dire, s'il y a des fumées, il y a du feu. Donc, vous êtes obligé de faire attention au fait qu'il Mm. y a peut-être du feu parmi vous. Bon. Donc, la douleur, c'est un signal d'alarme qui est produite par le cerveau. Elle n'est pas produite par les zones. Quand vous vous coupez, c'est pas le doigt qui Nociceptive. Mm. c'est le cerveau. Le cerveau produit le signal d'alarme à partir de signaux qui viennent de votre coupure. C'est-à-dire que la coupure, il y a des capteurs Nociceptive. qui envoient des messages en disant hop là, il se passe quelque chose. Moi, vous voyez, je me suis brûlé avec la porte du four. J'ai senti tout de suite que je me brûlais, bien entendu. Et c'est important parce que là, je me suis fait une brûlure au premier degré, donc ça va cicatriser, c'est pas grave. Ouais. Si je sentais pas la douleur, j'aurais laissé mon bras sur Elle la sera porte du four restée. et là, Mm. j'ai une brûlure beaucoup plus importante. Donc la douleur, c'est un signal. C'est un signal qui est produit par le cerveau. Et parce que c'est produit par le cerveau, que nous avons toutes et tous un cerveau différent, eh ben, Ouais, le signal n'est pas le même. tout à fait. Alors, en santé des femmes en particulier, euh, c'est les crampes que certaines femmes ressentent quand elles ont leurs règles, Mm. qui sont en fait les signaux quand on Contraction. voit l'utérus, voilà, quand il se contracte. C'est Il y a des femmes qui les sentent très peu, et il y a des femmes qui les sentent énormément. Mm. Et ça, c'est pas forcément un signe de maladie. C'est simplement que la sensibilité, c'est quelque chose de Elle est personnel. plus élevée. Quand ma blonde, elle prend un plat chaud, moi, il faut que je prenne les maniques, elle se brûle moins facilement. Enfin, elle sent la sensation de brûlure moins que moi. Parce qu'on n'a Ouais. pas la même sensibilité. À l'inverse, si je me fais tomber quelque chose sur le pied, moi, ça me fait pratiquement rien. Elle saute en l'air. Donc, parce qu'on n'a pas la même sensibilité, Mais là, c'est la même chose d'une femme à une autre pour des contractions, on va dire physiologiques, c'est-à-dire des contractions qui ont lieu normalement. Ouais. Dans le cycle. Il y a, voilà. Il y en a qui auront mal, et puis très mal, et d'autres qui auront pas mal du tout, qui sentiront simplement des contractions. Alors, ce qui rend les choses compliquées, c'est que la douleur étant personnelle, elle ne peut pas être comparée. Mm. C'est-à-dire, on ne peut pas dire, lui il a mal, ou elle a mal et elle a plus mal que. Non. C'est, j'ai mal comme j'ai mal. Ça ne se compare pas à la douleur de quelqu'un. C'est clair. Et de ce fait, c'est ce qu'on essaye de dire dans le livre, c'est que la seule personne qui peut mesurer la douleur, c'est la personne qui a mal. Qui l'a eu. Ça ne devrait pas être fait par quelqu'un d'extérieur. Des fois, on est obligé d'essayer d'apprécier la douleur de quelqu'un d'extérieur. Enfin, depuis l'extérieur, parce que la personne ne peut pas parler. C'est pour les enfants qui sont au stade préverbal ou pour les personnes qui sont très assommées ou dans le coma. Dans le coma. Donc, ils ne peuvent pas parler, tout simplement. Mais dans l'idéal, c'est à la personne elle-même de dire j'ai mal ou je n'ai pas mal. Et de l'évaluer. Alors, il y a des processus d'évaluation.
Ce qui est problématique en particulier en santé des femmes, c'est que d'une part, les femmes sont toujours réputées en faire trop, dire Oui, exagérer. ça c'est vrai. Sauf que c'est un préjugé, c'est-à-dire que la manière dont je dis ma douleur m'est propre, mais ça ne veut pas dire que je l'exagère. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Or, parce qu'il y a des préjugés sexistes, ah bah les femmes elles en font toujours, voilà, le préjugé sexiste, ah elles en font toujours. Non, on ne devrait pas justement estimer ou apprécier la façon dont les personnes souffrent en fonction de leur genre, en Ouais. fonction de la couleur de leur peau, en fonction de comment dire, de leur âge, en fonction de leur langue, en fonction de quoi que ce soit. On devrait, euh, un professionnel de santé ou une professionnelle de santé devrait apprécier la douleur avec la personne elle-même, c'est-à-dire lui demander d'estimer elle-même sa douleur et proposer des traitements qui sont proportionnels à ce que la personne elle-même ressent. Malheureusement, dans les faits, c'est pas comme ça. Et les femmes sont sous-estimées sur le plan de la douleur et elles sont sous-traitées aussi. Ça, c'est général, c'est pas seulement en France. Oui, C'est très vrai en France, mais on c'est sait que général. Ouais. c'est vrai dans tous les pays du monde. À douleur identique, vous avez deux personnes qui ont une jambe cassée, la même fracture de jambe, une femme, un homme. L'homme recevra plus d'antalgiques que la femme. Et est-ce que ça, c'est pas parce que vous parliez justement, je pense que c'est dans un de vos livres de cette notion de perception qu'on peut avoir quand on fait les soins. Et c'est en ça que je me disais, est-ce que ça devient pas intéressant de se dire, mais c'est quoi la douleur, c'est quoi le mal-être, c'est quoi la souffrance? Est-ce que quand je fais mes soins, qu'est-ce que j'implique en premier si je n'arrive pas à écouter, à comprendre, à percevoir peut-être, parce qu'on n'est pas là pour savoir ce qui se passe, et vous le dites très bien en plus dans les livres, que on n'est pas là pour savoir l'histoire, c'est un peu inquisiteur d'aller chercher à savoir le pourquoi du comment, on n'en a pas besoin. Mais finalement, est-ce que on n'est pas cette notion de dire la douleur est une émotion, le mal-être est un état, et à côté de ça il y a la souffrance. Est-ce que il y a vraiment ce besoin entre guillemets de pouvoir éduquer les soignants? Moi, je parle en tant que sage-femme, et puis tous les soignants, enfin, à nous emmener vers cette notion de perception des émotions de la personne qu'on a en charge. C'est-à-dire, je suis absolument d'accord avec vous. Il devrait y avoir une information et une formation des soignantes et des soignants à appréhender effectivement la douleur. Dire que la douleur c'est une émotion, c'est très juste. C'est avec des nuances et des nuances qui sont données qu'on doit pouvoir introduire en écoutant ce que les gens nous racontent, sans avoir besoin de les interroger, de leur poser des questions comme vous dites inquisitrices, mais leur demander de décrire ce qu'ils ressentent ou ce qu'elles ressentent, leur demander de nous dire depuis quand c'est là, comment ça les handicape. Si vous avez très mal, si vous avez des douleurs chroniques et que vous ne pouvez pas dormir, ben on sait que la douleur chronique vous empêche de dormir, c'est un handicap. Oui, tout Si à fait. vous empêche de marcher, vous empêche de faire, vous empêche de rester debout. Donc, la manière d'estimer et d'évaluer une douleur ou une souffrance, c'est-à-dire un état de malaise qui persiste depuis très longtemps, euh, ça doit forcément être fondé sur ce que les personnes nous disent et nous racontent de leur propre histoire. Mm. Et non pas de notre perception à nous, parce que quand les soignantes voient des personnes qui souffrent, elles ont tendance, je dis soignante en général parce que je mets tout le monde, tous les soignants sont des soignantes. Hein, donc je suis une soignante, je parle au féminin générique parce que j'ai commencé à faire ça dans mon roman L'école des soignantes et Qui donc est même ouais. donc les soignantes ont tendance aussi à appréhender la souffrance de l'autre avec leur propre filtre. Oui. Euh, on ne soigne pas quand on est blanc, on soigne pas quelqu'un qui est pas blanc de la même manière que quelqu'un qui est blanc. Mm. Parce que nous avons des filtres qui sont culturels, éducatifs, préjugés familiaux. Quand on est un homme, on ne soigne pas une femme comme on soigne un homme. C'est-à-dire que nous soignons
toujours en utilisant de façon consciente ou inconsciente le référent que nous sommes. Ouais. Quand on a 65 ans, on ne soigne pas quelqu'un de 65 ans comme quelqu'un de 25. Et l'inverse, c'est vrai, quand on a 25 ans, on ne soigne pas quelqu'un de 65 ans comme quelqu'un de 25. Et donc, tous ces préjugés, tous ces filtres, c'est des filtres, c'est des préjugés, c'est des choses qui nous permettent de fonctionner en approximation au départ. Tous ces filtres, il faut les ôter, parce que ça change la coloration de ce qu'on voit. Et donc, d'abord, il faut savoir qu'ils existent. C'est-à-dire, il faut prendre conscience du fait que... je vous donne un exemple. J'étais jeune médecin et j'étais médecin de campagne. Et de temps en temps, il y avait des gens qui venaient et qui étaient plutôt des gens âgés, mais pas toujours. C'était plutôt des gens âgés qui avaient une odeur un peu particulière. Moi, les odeurs ne me gênent pas. Hein, j'ai jamais été incommodé par les odeurs des gens. C'est quelque chose, ça fait partie de ce que les gens viennent. Voilà, ça m'a jamais incommodé. Mais il y avait cette odeur que je reconnaissais pas. Et jusqu'au moment où j'ai compris que c'était l'odeur des gens qui se chauffent au feu de bois. Ah. Et ils sont imprégnés d'une odeur une sorte d'odeur de fumée. De fumée, tout à fait. Voilà. Bon. Et c'est devenu, alors, quand j'ai appris à repérer ça, c'est devenu une caractéristique, c'est-à-dire que là, je savais que ces gens-là, ils vivaient dans un endroit obligé de se chauffer au feu de bois. C'est pas la même chose que de vivre dans un appartement où vous avez une barre électrique qui vous chauffe. C'est pas pareil, quoi. Et du coup, ça me donnait des informations sur la manière dont ils vivaient. Oui. Même si, par exemple, je voyais une dame âgée, mais en costume du dimanche, c'est-à-dire c'était plus une femme qui allait travailler dans les champs, mais elle était. J'avais toujours son odeur de feu de bois. Donc je savais qu'elle vivait à la campagne et qu'elle vivait dans une maison probablement où elle avait un feu de bois pendant l'hiver. Donc c'est et là j'ai enlevé mon filtre, c'est-à-dire que je n'ai plus vu cette odeur comme quelque chose qui était bizarre. Ouais. Et comme quelque chose qui me disait quelque chose sur elle. Bon. Quand on apprend à lever ces filtres-là, ou plutôt à accepter qu'on a des filtres, mais à les prendre comme des informations et non plus comme des repoussoirs, exact. Ben, on arrive à travailler. Et là, on en vient à regarder chaque personne de façon complètement unitaire, voilà, différemment, et même à cesser de faire des classifications. Alors moi, j'ai travaillé surtout avec des femmes. Donc le désir inconscient de classifier les femmes, de faire des groupes de femmes parmi les patientes que je voyais, au début était grand parce qu'il fallait que je m'y retrouve, quoi. Et puis, petit à petit, je me suis déshabitué de ça. Et alors, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ressemblent à d'autres femmes par leur façon de parler, leur façon de s'habiller, leur façon de parler de leurs enfants, etc. Puis d'autres qui leur ressemblent pas. Mais au bout d'un moment, ça n'existait plus. C'est-à-dire, je voyais à chaque fois un individu qui rentrait et qui me donnait des informations par son aspect, sa façon de s'habiller, sa façon de parler différente. Et c'était beaucoup plus détendu parce que comme je classifiais plus. Il y avait plus de catégorisation. Mais c'est vrai que ça a été un souci là avec, il y a eu une patiente qui avait demandé à un soignant racisé pour l'accompagner. Et je sais que ça a fait Baptiste Beaulieu a fait des posts aussi dessus, ça a été un gros micmac et j'avais rédigé un article dessus pour justement dire qu'il faut faire attention avec cette notion de dire qu'il y a des soins de proximité où la patiente peut avoir besoin d'un soignant racisé parce qu'il y a un langage qu'on n'a pas forcément quand on prend un blanc qui soit un blanc ou une noire, enfin il y a des choses qui se passent de mots et je trouve que ça rentre vraiment dans cette catégorisation là, qu'on soit de l'autre côté qu'on la voit comme vous étiez en train de dire avec le feu de bois et c'est une information, juste là se dire mais en fait à ce moment de sa vie précis elle a besoin que quelqu'un lui porte un regard sur quelque chose qui cloche dans son histoire, quoi. D'autant plus que en France, d'après la loi, la personne soignée a le droit de choisir sa soignante et son soignant. C'est-à-dire que moi, ça ne m'a jamais choqué. C'est ce qui se passait au centre de planification, c'est que par exemple ça m'est arrivé, pas très souvent, mais d'avoir des
des internes qui venaient en consultation. Et souvent, c'est des internes qui étaient des femmes. Et donc, je leur disais, mais peut-être qu'à un moment donné, on va voir en consultation une femme qui ne sera pas à l'aise que moi, je sois un homme. Oui. Donc, est-ce que vous êtes d'accord, vous, pour vous en occuper? On demandera à la patiente si elle est d'accord, bien sûr. Mais moi, ça m'a jamais choqué qu'une femme me dise, je préférerais être vue par une femme. Elle a le droit. C'est son droit, je veux dire, c'est écrit dans la loi. Donc, ça ne me choque pas non plus que une femme racisée me dise, je préférerais ne pas voir un homme blanc. Bah, oui, ça me paraît tomber sous le sens. Le problème, c'est qu'on a le sentiment, et ça c'est la culture française qui dit que tout le monde doit être pareil. Et penser pareil comme si personne n'avait ni couleur, ni âge, ni genre. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Ça fonctionne pas comme ça. Comment dire, le soin, par définition, ça doit être personnalisé. C'est-à-dire qu'on doit, et c'est la personne soignée qui doit définir de quels soins elle a besoin, qui est le plus à même de lui donner des soins. Voilà. Et si elle est bien soignée ou pas. C'est pas aux soignantes de dire ah ouais, on l'a bien soignée. T'en sais rien. Faut lui demander d'abord. Si elle te dit non, je t'ai pas bien, tu m'as pas bien soigné, c'est elle qui a raison. C'est pas toi. Voilà. En France où c'est le poids du statut du professionnel de santé qui compte ou du statut de toute personne d'autorité qui compte plus que le poids de l'individu, c'est compliqué de faire passer cette idée. Dans des pays comme le Canada, ça tombe sous le sens. Ça tombe sous le sens. C'est aux personnes soignées de définir leurs besoins. Au point, c'est tout. Et qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements qu'il y a maintenant autour du féminin sacré? Je pense que vous en avez entendu parler. Il y en a de plus en plus. Il y a des cercles de femmes, des tentes rouges. Ça prend de l'ampleur, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, vous savez, j'étais dans les années 70 où il y avait les premiers groupes femmes qui se constituaient par les étudiantes et puis où les filles disaient mais il y avait des hommes qui essayaient de rentrer dans les groupes femmes. Et les filles disaient c'est un peu la tête. C'est un groupe femme, c'est pas un groupe où il y a des hommes. Enfin. Donc moi c'est une notion, c'est pareil, c'est une notion qui ne me choque pas du tout. C'est-à-dire que il y a des, je crois qu'il y a on va dire c'est pas forcément des problèmes, mais il y a des sujets qui sont inhérents à la situation, on va dire sociale au sens large du terme, de certains groupes. Ces groupes-là, qui sont dans une situation sociale particulière, tout à fait. doivent pouvoir discuter de leur situation particulière sans que des gens de l'extérieur viennent les emmerder. C'est aussi simple que ça. Ça choque personne, ça ne choque personne. Enfin, ça choque personne. Si, maintenant, ça choque un peu. Bon. Mais ça n'a choqué personne pendant très longtemps qu'il y ait des clubs qui étaient entièrement réservés aux hommes. Oui, c'est vrai. Et qui étaient entièrement réservés aux hommes blancs. Et aux hommes blancs catholiques. Regardez, si vous avez lu La recherche du temps perdu, au début, le héros de... Je ne me rappelle plus des... Le héros de Proust, lui, il veut rentrer au Jockey Club, mais on lui laisse entendre qu'il ne peut pas rentrer au Jockey Club parce qu'il est juif. Ouais. Bon. Donc, quand il s'agit d'un groupe qui exclut les autres, parce que c'est un groupe élitiste et c'est un groupe qui méprise le reste de l'humanité, oui, d'accord, on peut objecter. Mais quand il s'agit d'un groupe qui veut discuter de ses propres des oppressions qu'il subit, ça paraît normal qu'il ne fasse pas rentrer l'oppresseur. Je veux dire, une discussion de syndicat, d'ouvriers, il n'est pas le patron, il rentre pas pour aller discuter avec le syndicat des ouvriers pour leur parler de leur stratégie de défense. C'est complètement ridicule. Donc mais bon, je veux dire, c'est aussi, surtout en France, la France est un pays extrêmement sectaire et elle a tendance à stigmatiser les gens qui se regroupent pour se défendre en disant que vous êtes sectaire, alors qu'en fait c'est le sectarisme de la société française qui les oblige à se regrouper.
bon, faut grandir un peu. Hein, je veux dire, les gens qui continuent à accuser de sectarisme, des groupes qui se constituent entre elles ou entre eux pour se défendre, c'est tout simplement que ces gens-là qui les accusent sont partis oppresseurs. Un point, c'est tout. Je veux dire, faut même pas écouter la critique. La critique est nulle et non avenue. Elle vient de l'oppresseur. Parce que de ce fait, ça pose vraiment cette petite question. Enfin, c'est vrai que la maternité, on dit la maternité pour dire qu'on va à l'hôpital, là où on fait des accouchements, où le bébé est né. Et il y a de plus en plus, il y a certains hommes qui se sentent de ce fait déjà exclus de ce processus. Il y a même des psychiatres et tout ça qui en parlaient là. Je fais un diplôme universitaire de psychiatrie, de psychisme, et en fait, ils expliquaient justement qu'il y a maintenant cette nouvelle mode de parler du nouveau père qui essaie de reprendre sa place et de dire que déjà ce mot maternité qui a été un peu déjà très coupé pour dire que c'est réservé qu'aux femmes et moi ça m'a fait me poser la question, donc je vous la pose. Est-ce que les hommes n'essayent pas de récupérer une place? Parce que quand on voit à l'hôpital, moi je travaille à Lille par exemple, les chefs de service c'est des hommes. Les gynécos, le pôle obstétrique, c'est des hommes. Enfin, c'est des hommes, des hommes, des hommes. Et effectivement, après, en dessous, les sages-femmes, les puéricultrices, les aides-soignantes, tout ça, c'est des femmes. On n'est que des femmes, beaucoup de femmes. Et je me dis, mais mince, est-ce que les hommes n'essayent pas de reprendre justement ce petit pouvoir-là en essayant de gérer ce truc? Enfin, je me demande si c'est pas une quête de place. Enfin, Je pense qu'ils avaient déjà le pouvoir. Ils veulent le garder. Ils avaient déjà le pouvoir. Il faut quand même rappeler que les femmes ont accouché sans les hommes jusqu'à peu près la moitié du 19e siècle. C'est à partir du milieu du 19e siècle dans les pays développés, les pays industrialisés, les hommes ont commencé à développer la gynécologie obstétrique pour contrôler la maternité, pour contrôler la santé des femmes. C'était un désir de contrôle. Moi, ça me choque pas, par exemple, qu'il y ait ici, il y a des maisons de naissance dans lesquelles il y a partiellement des sages-femmes et des doulas, qui sont pour la plupart des femmes. Il y a de temps en temps un homme sage-femme, mais pour l'immense majorité, c'est des femmes. C'est des femmes. Si les compagnons des femmes qui accouchent veulent venir et que les femmes sont d'accord, ils peuvent être là. Je veux dire, moi, quand mes premiers enfants, quand mon aîné est né, j'étais interne à l'hôpital et son père, comment dirais-je, alors je faisais des gardes, donc j'étais de garde le soir où l'aîné. Je sais où elle est née, donc je suis venu, mais moi j'étais pas médecin, c'est l'obstétricien qui était un type, c'était une crème d'homme. C'est un homme merveilleux qui a aidé ma femme à accoucher. Moi, j'étais du côté de la mère, et puis bon, on m'a proposé de donner le bain au bébé, j'ai donné le bain au bébé, mais je veux dire, je peux être là et participer et soutenir la mère de mon enfant. J'ai pas besoin d'avoir le pouvoir. C'est elle qui accouche. Moi, j'accouche pas. De la même manière, les médecins, et même dans une certaine mesure les sages-femmes, n'accouchent pas. Elles aident les femmes à accoucher. Elles les assistent, elles les accompagnent, elles les soutiennent, elles les rassurent, elles leur font des antalgiques si elles ont besoin d'antalgiques, etc. Mais pas elles qui accouchent, c'est toujours les femmes qui accouchent. Donc, cette mainmise des médecins hommes sur la maternité, elle est non seulement malvenue et abusive, parce qu'ils savent pas ce que c'est qu'un accouchement, puisqu'ils vont jamais accoucher. Bon. Deux, on le sait maintenant, il y a beaucoup de travaux scientifiques qui montrent que plus les médecins interviennent dans l'accouchement, la naissance, plus c'est médicalisé et plus ça provoque d'accidents. C'est-à-dire que des facteurs. Voilà, les femmes mettent au monde des enfants depuis au bas mot 2 millions d'années, dont seulement 150 ans sont médicalisés, et on est quand même 7 milliards et demi sur la planète. Donc et puis bon, dans beaucoup de pays, vous n'avez pas de maternité. Donc on va arrêter de déconner. Bien sûr qu'on peut faire de la prévention, de l'accouchement traumatisant, des morts in utero, etc. Ça, on peut le faire.
Mais dans les pays comme la France, on devrait revenir à un respect de la physiologie. On devrait revenir à un travail qui se fait où les femmes peuvent aller venir, monter, descendre, faire ce qu'elles veulent, à un accouchement, une délivrance où les femmes accouchent dans la position qu'elles veulent, parce que c'est elles qui accouchent. Bon. Comme dans la série Corps de Midwife, hein, SOS Sage-Femme, Oui. on les voit dans chaque épisode, on les voit accoucher on voit au moins deux accouchements dans des positions différentes à chaque épisode. Mm. Bon. Donc, Et est-ce que vous avez vu que, parce que là, l'INSERM a publié, enfin, c'est en train de sortir et puis ça rentre dans le projet 1000 jours, qu'il y avait il y avait des taux de suicide assez élevés en post-natal quand même, avec des dépressions, tout ça. Et avec des risques qui étaient multipliés, avec jusque 58% de femmes qui, quand elles étaient ces décès de mort maternelle. En fait, on pensait avant que les décès de mort maternelle étaient beaucoup liés par exemple, au HELP syndrome, à des choses comme ça, et on se rend compte que 58% de ces décès maternels sont dus à des suicides dans la période postnatale. Et là, ils commencent justement à s'inquiéter, ils mettent en place le projet 1000 jours. L'HAS a sorti un rapport en disant qu'effectivement, plus on prendra soin de cette santé des femmes, de cette solitude, tout ça, plus le bébé à grandir, puis l'adulte qui deviendra sera un peu mieux, puisqu'on sait que maintenant cette année, cette première période de vie, justement, va jouer sur les émotions de l'enfant, enfin son avenir jusqu'à ce qu'il soit grand. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous avait déjà vous alerté avant de ces impacts en fait autour de la naissance comme ça alors là, c'est pareil. Dans les années 70, il y avait tout un mouvement qu'on appelait la naissance sans violence, Ouais. qui était un certain nombre de gens et beaucoup d'hommes, mais il y avait beaucoup de femmes aussi, Mm. qui revenaient, qui tentaient de revenir à la physiologie. Et il est bien évident que plus on revient à la physiologie, plus on a de la place pour écouter ce que les femmes ressentent, et en particulier Ouais. pour écouter ce qui se passe non seulement avant, mais aussi après l'accouchement. Après. Mm. Il y a de bonnes raisons de penser que ce qui se passe après est souvent lié à ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que Mm. plus une femme a été agressée de diverses manières pendant sa grossesse et pendant son accouchement, pendant sa vie, et plus elle risque de faire une décompensation. C'est-à-dire que, d'une part, la chute brutale de tous les taux hormonaux Et tout. liés à l'accouchement, Mm. et d'autre part, le fait d'avoir l'attention de tout le monde détournée de Mm. la femme vers l'enfant, comme si l'enfant était plus important que la femme, alors qu'ils sont aussi importants l'un que l'autre, pas plus, pas moins. Euh, Tout ça, ça crée une sorte de vide qui lui-même favorise les états dépressifs du postpartum. Ouais. Ça favorise les violences Mm. dans les environnements dans lesquels il y a de la violence. Ça favorise les défauts de lien d'attachement entre la mère et L'attachement l'enfant, mère-enfant. Ouais. parce que si la mère elle est dépressive, c'est compliqué de s'attacher quand on est dépressif. Hein. Je veux dire, Mm. n'importe quelle personne qui était dépressive sait que les autres Ah, n'ont pas envie c'est de pas les possible. Ouais. On parlait de voilà, souffrance, ouais, on rentre vraiment dedans. voilà. Hein. Donc c'est aussi ça qui est très important, c'est que euh, quand on médicalise la naissance, on Mm. augmente, on les crée pas, mais on augmente un très grand nombre de phénomènes qui sont susceptibles de favoriser les dépressions Mm. du postpartum. Mm. Et en tout cas, on ne fait pas attention, on a tendance à détourner l'attention justement des premiers symptômes de Oui. la femme qui fait. Alors, toutes les femmes peuvent avoir une période de creux après un accouchement, mais il y en a, le creux continue, c'est-à-dire elle continue à plonger au lieu de remonter, quoi. Il y a Et vraiment cette forme de il y a pas, est-ce que la médicalisation n'entraînerait pas justement une forme d'infantilisation? Parce que comme on a l'impression que le suivi est installé tous les mois, il y a telle consultation, il y a ça, on crée comme ça une forme d'infantilisation. La femme ne se réapproprie pas la physiologie qu'elle devrait avoir. Et donc, que l'accouchement qu'elle devrait créer en écoutant sa physiologie, comme nous étions en train de dire, va se dérouler aussi dans une forme de médicalisation et que finalement, elle se retrouve parce que le projet, enfin, les études disent vraiment que c'est juste après et que finalement, on ne sait pas encore combien ça impacte dans l'adulte, l'enfant, l'adolescence, l'adolescence, quoi. Parce que c'est pas,
tout à fait. C'est-à-dire que plus, plus vous désinvestissez, enfin, si on vous enlève votre possibilité de vous investir, et que vous n'êtes pas suffisamment, vous n'êtes pas dans un état qui vous permet de dire non, non, oh, attends, c'est bon, ben non, moi je fais ce que je veux. Si vous avez la famille contre vous, le conjoint ou la conjointe, les médecins, l'assistance sociale et je ne sais plus qui, c'est compliqué, quoi. Donc, alors que l'attitude idéale, ce serait précisément de dire, voilà, c'est votre enfant, c'est votre grossesse, c'est votre enfant. Nous, on est là pour vous soutenir quand vous avez du mal. Et on n'est pas là pour intervenir à votre place. On n'est pas là pour vous enlever vos prérogatives. On n'est pas là pour vous éduquer comme si vous étiez une enfant. On n'est pas là pour vous dire comment mener votre vie. On voit ça, par exemple, avec la question de l'allaitement. Ouais. Je veux dire, oui, d'accord, en principe, c'est physiologique d'allaiter, mais ça ne doit pas être une contrainte, une obligation et une manière de faire levier sur une femme si elle n'a pas envie d'allaiter, elle n'a pas envie d'allaiter. À la limite, moi, je suis de ceux qui pensent que je suis une féministe radicale, je pense qu'une femme n'a pas à justifier de ne pas vouloir allaiter. Elle n'a pas à donner elle n'a pas à donner de justification à interrompre une grossesse, elle n'a pas à donner de justification à continuer une grossesse, elle n'a pas à donner de justification à vouloir accoucher chez elle, etc. Ouais. Elle n'a pas de justification à donner pour décider ce qu'elle veut faire de son corps. C'est son corps. Ouais. Ceci est mon corps. Et puis c'est simple. Et c'est simple. Je veux dire, il y a de la même. Et je le dis en tant que féministe radical, parce que je veux pas qu'on fasse de mon corps quelque chose que je ne veux pas. Donc je veux qu'on accorde exactement la même chose aux autres que ce que je veux qu'on m'accorde à moi. C'est aussi simple que ça. Bon. Alors, mais évidemment, il faut aussi, pour ça, il faut respecter l'autonomie de la personne. C'est-à-dire, il faut d'abord penser que l'autonomie de la personne, c'est une valeur. C'est mon cas. Il y a beaucoup de professionnels de santé, comme vous le savez, pour qui c'est pas le cas. Ils pensent qu'il faut qu'on dise ce qu'il faut faire. Et puis, deuxièmement, il faut aussi, ça demande aussi une grande confiance dans les capacités des autres. C'est-à-dire que, en particulier au moment de l'accouchement, combien de fois j'ai vu, et j'ai pas vu beaucoup d'accouchements, mais moi j'en ai vu suffisamment pour voir des femmes qui, par exemple, à une époque où c'était moins bien vu encore qu'aujourd'hui, des femmes dire mais moi j'ai pas envie de rester allongée, je veux me lever, je veux pouvoir marcher, aller venir. Et les médecins ou même les sages-femmes leur disaient non, il faut que vous restiez, il y a le monitoring, il y a ceci, il y a ceci. Bon. C'était leur corps, elles savaient ce qu'elles ressentaient, elles savaient comment elles étaient plus confortables. On ne pouvait pas le savoir de l'extérieur, personne ne pouvait leur dire vous allez vous sentir mieux allongé que debout ou accroupi. C'est pas vrai. Et je dis, c'est pour ça que c'est très compliqué dans un pays comme la France où c'est toujours la personne d'autorité qui sait, entre guillemets, et qui décide. La ligne de conduite. Ouais. Alors que, et ça demande une formation très particulière d'apprendre à soutenir les décisions de l'autre. Concernant son propre corps, alors même qu'on a été formé pour penser qu'on sait mieux. Ah non, on sait pas mieux. On sait des choses, mais on sait pas mieux. C'est compliqué, c'est un paradigme différent. Oui. Et quand la maladie fait face, parce que c'est ça aussi, la maternité, c'est un moment, entre guillemets, où c'est censé être un peu plus joyeux, mais là où la maladie vient s'installer, je trouve que ça prend encore une autre dimension, parce que le malade, je trouve qu'il y a vraiment aussi ce côté de responsabilisation dans l'autonomie. Quand une personne a une vie où elle est tellement dans le faire, dans l'acte, dans la rentabilité, bah, ça devient compliqué quand la maladie s'installe et qu'elle est chronique, par exemple, de se dire, mais tiens, comment est-ce que je peux m'investir? Jusqu'où je peux faire confiance, justement, aux capacités de la personne, du médecin que j'ai en face de moi? Parce que les médecins, ils sont très peu à avoir des malades qui suivent. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais même si je prendrais un exemple avec l'endométriose, c'est rare qu'on se retrouve en face
d'une gynécologue qui a l'endométriose et qui va, voilà, ou d'un médecin qui a un cancer. Enfin, je veux dire, c'est compliqué et je pense que ça favorise encore plus quelque chose, enfin, je sais pas comment dire, ou les transferts, ça favorise les transferts, l'infantilisation. Enfin, je sais pas comment vous voyez ça, vous, quand vous avez suivi des personnes, par exemple, en bonne santé qui deviennent malades, comment ça se passe pour vous dans votre, Dans enfin, mon, dans dans mon, l'accompagnement? dans l'accompagnement, c'est que, comment vous dire? Il en va pour la maladie comme pour n'importe quelle situation difficile. C'est-à-dire que, par exemple, ça nous est tous arrivé d'avoir à réconforter ou à consoler quelqu'un qui vient de perdre un proche. Mm. Et le deuil, le chagrin d'avoir perdu quelqu'un, ou simplement d'avoir quelqu'un de malade autour, ou le chagrin, encore plus simple que ça, le chagrin d'être séparé. Hein, quelqu'un que vous aimez beaucoup, je sais pas moi, des parents qui voient leur enfant partir de l'autre côté de l'Atlantique, Ouais. et pas forcément pour quelque chose de grave, mais qui va partir 1 an ou 2 ans pour aller travailler, pour aller voir. Et ces gens-là, ils sont ils ont du chagrin, ils se sentent séparés. Accompagner les gens qui ont du chagrin, ça consiste pas à les raisonner. Ça consiste pas à leur dire ah ouais bah tiens je vais te donner, t'as qu'à prendre un truc pour dormir, un tranquillisant ou mais mange, t'as besoin de manger. Non, ça marche pas. Ce qui marche, c'est d'entendre comment ces personnes-là sont. Hein, j'avais un ami qui, bon, maintenant il le revoit, mais qui pendant des années n'a pas vu un de ses enfants parce que son enfant a rompu avec lui. Et il en parlait régulièrement et c'était difficile, quoi. Mais je l'aurais pas aidé si je lui avais dit, mais tu sais, ça va passer. Si je l'avais raisonné, si je lui donné des raisons. En fait, je pense que je l'aidais beaucoup plus, tout simplement en écoutant ce qu'il avait à dire, de sa tristesse de ne pas pouvoir voir et parler à son enfant. Bon, dans la maladie, c'est la même chose. C'est-à-dire que toute souffrance physique a besoin d'abord d'être entendue, d'être reconnue, d'être respectée. Et puis, l'autonomie de la personne qu'on soigne, ça consiste pas forcément à lui demander ce qu'elle veut, parce que des fois, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Exactement. C'est pour ça que je posais cette question, de dire que quand la maladie s'installe. Mais je n'ai jamais encore rencontré de personne malade qui ne savait pas ce qu'elle ne voulait pas. Et donc, on commence par leur dire, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Même si les gens ne savent pas vous dire. Et le plus souvent, les gens, ils savent déjà ce qu'ils ne veulent pas. Et en tant que soignant, ça vous donne des informations. Ouais. J'ai eu des patients qui souffraient de cancer et qui étaient dans des états pas possibles. Ils venaient d'apprendre qu'ils avaient un cancer. Ils n'étaient pas forcément beaucoup plus malades que juste avant de l'avoir appris, mais ils étaient dans tous leurs états. Et je leur disais, bon, qu'est-ce que vous ne voulez pas? Et ils pouvaient me dire, je ne veux pas souffrir. Ouais. Je ne veux pas de chimiothérapie. Ou je ne veux pas qu'on m'enlève mon sein. Ou n'importe quoi. Ou je ne veux pas de radiothérapie parce que ça brûle, parce que j'ai peur. Ouais. Ou je veux, et alors après, quand on leur dit, bon, d'accord, on peut s'arranger pour faire en sorte que ce que vous ne voulez pas, vous ne le subissiez pas. Parce que, faut rappeler quand même que les gens qui sont malades ont toujours le droit, ou plutôt, c'est pas qu'ils ont le droit, c'est qu'on ne peut pas imposer un traitement. On ne peut que le proposer. Si les gens sont d'accord, ils auront le traitement. S'ils ne sont pas d'accord, on leur donne pas le traitement. Ça, c'est la règle, c'est la loi, c'est ce qui est écrit dans la loi. Quand un médecin ou n'importe quel professionnel de santé vous fait croire le contraire, c'est cette personne qui va contre la loi. On peut même pas, en principe, vous toucher sans votre accord. Et vous avez dû avoir beaucoup d'ennemis, hein? Qui crève. Je m'en fous.
c'est pas un problème. Moi, je veux dire, je peux me regarder dans la glace. J'ai jamais eu, j'ai consulté pendant 28 ans peut-être. J'ai jamais vu une femme en consultation ou un homme en consultation m'en vouloir, me reprocher de lui avoir demandé est-ce que vous m'autorisez à vous examiner. J'ai jamais vu ça. J'ai vu des gens me dire ah ben vous pensez que c'est pas nécessaire? Je dis bah c'est vous qui pensez. Si vous êtes opposé à ce que je vous examine, on peut faire autrement. On peut toujours faire autrement. Mais je ne vais pas vous imposer un geste dont vous ne voulez pas. J'ai vu des gens qui disent oui, oui, je veux que vous m'examiniez parce que je veux être rassuré. Quelqu'un n'a pas de problème, c'est eux qui m'ont. Donc c'est sur le plan du soin, parce que ça revient toujours à la même chose, c'est que soigner, ça ne peut pas, ça ne peut jamais être un rapport de force. On ne peut pas soigner en imposant quelque chose. On peut proposer, on peut discuter, on peut négocier, on peut faire des tas de choses, mais on ne peut pas imposer un soin. C'est plus un soin. Si on impose quelque chose, c'est plus un soin. Et si on impose quelque chose à quelqu'un qui a besoin de soins, on ne le soigne pas. C'est aussi bête que ça. Puisque par définition, justement, le soin, enfin, moi, c'est comme ça que je définis le fait de soigner, c'est soigner, c'est faire en sorte que la personne qui vous demande des soins aille mieux après vous avoir vu qu'avant. Et si vous l'avez maltraité en lui imposant un soin, elle ne peut pas aller mieux. C'est aussi bête que ça, quoi. Alors, évidemment, ça remet en question la toute-puissance des professionnels de santé, mais comme on dit, enfin, si on met d'accord, enfin, si on se met d'accord sur l'idée que soigner, c'est pas un rapport de pouvoir, il s'agit pas d'être puissant, il s'agit d'être aidant, il s'agit d'être accompagnant, il s'agit d'être de suggérer, d'orienter, de donner des choix. Bon, tout ça, j'ai compris en faisant de la contraception, par exemple, où les femmes ne sont pas malades, mais elles demandent une contraception. Si je leur impose mon point de vue, ça, je me suis rendu compte de ça très vite. Quand je leur imposais mon point de vue, leur contraception ne marchait pas. Ouais, c'est clair. C'est pas. Mais si je leur faisais des propositions et que je leur disais, ben, c'est vous qui allez choisir en fonction de votre devis. Et puis, si ça va pas bien, ben, vous revenez, on vous en presque un autre. C'est pas un problème. On est pour ça. Moi, j'ai jamais trouvé honteux de me considérer comme un prestataire de service. Je suis un prestataire de service de santé. C'est un prestataire de santé. Et les transferts, vous en avez eu ou pas? Des transferts. Vous savez, quand on a un patient, par exemple, là, je me dis, mais est-ce qu'il y a des patients qui ont fait des transferts en se disant, je vais tout bien faire. Vous savez, quand on infantilise, à un moment, ça bascule, on se sent bien, on va voir, on devient du coup le doudou du patient ou de la patiente. Enfin, est-ce que vous avez vécu ça? Parce que vous êtes quand même assez engagé, donc. Bon, comment dire? Peut-être, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que il y a, enfin, je veux dire, bon, maintenant c'est un peu, je parle un peu dans le passé parce que je n'ai plus de patient maintenant, mais il y a le soin, c'est toujours une négociation et une sorte c'est une négociation, c'est un commerce au sens large du terme, c'est-à-dire on fait des échanges et on fait des négociations entre soi, et donc il arrive toujours des moments où l'un des deux est manipulé par l'autre. Et moi, c'est mon leader de groupe Balint, de groupe de parole qui disait ça. Il dit bon, soigner, c'est accepter d'être manipulé par la personne qu'on soigne. Il faut juste savoir jusqu'où. Et c'est moins problématique sur le plan moral d'être manipulé par le patient que de manipuler le patient. C'est-à-dire, c'est vrai. J'ai appris à accepter d'être manipulé par les patients parce qu'au fond, ça veut dire que je suis un outil.
un outil, c'est utile. Moi, je ne voulais pas manipuler les patients. Je ne voulais pas que les patients soient tels que, enfin, petit à petit, j'ai appris à ne plus vouloir qu'ils soient tels que j'imaginais qu'ils devaient être. Oui, c'est ça qui. Bon. Et aussi, quand on est conscient de ça, ben, on accepte de se laisser manipuler jusqu'à un certain point. Il y a un moment où on dit, bah non, là, je veux plus. Euh, et, et dans l'immense majorité des cas, ça se passe bien. C'est-à-dire, on arrive à trouver justement un, un équilibre dans lequel je me souviens, je pense à une femme qui venait me voir tous les ans. Elle venait me voir tous les ans pour me donner une prescription de cure. Elle allait faire une cure, je sais plus où c'était, à la Bourboule ou enfin dans une ville de cure, pour un problème de santé, mais vraiment microscopique. Enfin, je veux dire, elle avait une petite chronique, mais qui ne la gênait que les 3 semaines qui précédaient sa cure. Bon. Et au début, alors, je cherchais des raisons médicales de oui, est-ce que c'est valide, est-ce que c'est pas valide. Et elle me demandait très peu de choses. C'était pas du tout une femme qui venait consulter tout le temps pour n'importe quoi. Le soin qu'elle demandait, une fois par an, c'était ces 15 jours de cure qu'il fallait que je lui prescrive parce qu'autrement, elle ne se faisait pas rembourser. Bah oui. Et j'ai compris après, au début, alors j'étais un peu pointilleux, mais j'étais un jeune médecin, donc j'étais gentil, donc et puis elle savait comment. Et puis au bout de quelques années, j'ai compris, parce qu'elle m'a donné des informations qui m'ont permis de le comprendre, que les 15 jours de cure qu'elle faisait, c'était les 15 jours dans l'année où elle n'était pas avec son mari. Et où elle allait retrouver un autre homme. C'est chaud ça. Et c'était pas une femme toute jeune, hein, elle devait avoir déjà 50 ans. Bon. Donc, mais j'ai compris aussi que ces 15 jours où elle allait en cure retrouver un autre homme, elle voulait que ça reste comme ça. C'est-à-dire qu'elle était très contente de le voir 15 jours par an, mais elle voulait pas le voir plus. Et elle était très contente d'avoir ces 15 jours sans son mari, mais c'était bien comme ça. Donc, comment dire, je lui prescrivais sa cure en sachant que c'était pas vraiment la cure, mais je lui prescrivais quand même quelque chose dont elle avait besoin pour se soigner et pour se sentir bien dans sa peau grâce à ces 15 jours qu'elle avait chaque année. Et pour moi, c'était bien plus positif que de lui faire, d'abord lui dire non, ça aurait été une cruauté terrible, et que de lui imposer des examens pour sa sinusite et pour la soigner, etc., ou pour essayer de montrer que la cure, c'était médicalement. C'est des conneries, quoi. Je veux dire, ça aurait été complètement inapproprié. Donc, on peut, et on est en droit d'être utilisé par les gens quand on sait que on fait pas de mal. Cette femme, elle coûtait moins cher à la Sécu que beaucoup de gens que je voyais toutes les semaines et qui me demandaient des dépression, ouais, tout à fait. Elle coûtait moins cher à la Sécu en ayant ses 15 jours par an qu'en étant dépressive et en colère. C'est clair, ouais. Ou en se mettant à boire, par exemple. Ouais, carrément. Voilà. Donc, et c'était, voilà, vous voyez comment c'était aussi, c'était elle qui définissait ses besoins. Le cadre, ouais, c'est clair. Et j'avais pas besoin, pour en revenir à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, j'avais pas eu besoin de faire tout ça d'emblée. C'est-à-dire, elle me l'a livré petit à petit parce que petit à petit, à mesure que moi-même je faisais mon travail de réflexion sur à quoi je sers, pourquoi je suis là, etc., et que je me détendais, c'est-à-dire je ne cherchais plus absolument comment dire, à suivre les choses à la lettre, mais je me laissais de plus en plus guider par les personnes qui me demandaient des soins. Moi, je me détendais, donc elle se détendait, elle pouvait me confier des trucs.
Ah ouais, c'est trop. Je vais vous lire un petit passage par rapport Oui, à l'endométriose. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, l'endométriose est la formation de fragments de muqueuse à l'extérieur de la paroi utérine. Elle est liée au refus inconscient de la maternité. Il arrive souvent que la relation que j'ai ou j'ai eue avec ma mère ou l'héritage qu'elle m'a laissé, tant au niveau physique qu'émotif, soit en conflit avec ce que je suis et la place que je veux occuper dans ce monde. Je ne sais pas comment me positionner face à cette dame qui a été si influente dans ma vie. En m'exprimant, j'ai peur de me la mettre à dos. Se peut-il que mes parents s'aimaient, mais je nie ce fait. Si je viens d'une famille dite éclatée, je peux avoir peur que la famille que je vais offrir à mon enfant, ne soit pas parfaite, qu'elle ne soit pas assez bien. C'est comme si le nid de cet enfant était ailleurs. Je ne peux pas l'accueillir convenablement chez moi, en moi. Ai-je un doute face à mon couple? Ai-je peur que moi ou mon conjoint aille voir ailleurs? Mes aspirations et ma vie de couple me font-elles craindre qu'un enfant change tout dans ma vie? Je doute de mes capacités d'être une bonne mère. Peut-être ai-je peur de l'impression et que le foyer à venir de cet enfant sera plutôt à l'extérieur que dans ma maison. Est-ce que vous connaissez, ça vous dit quelque chose ça? C'est le grand dictionnaire des malaises et des maladies. non, je connaissais pas. Donc je lisais un passage sur, j'ai pas, il y a encore un tout petit paragraphe, je vous enverrai en photo si vous voulez. Et Mhm. en fait, ils expliquent un petit peu ce que c'est, pourquoi enfin, le profil des personnes qui ont l'endométriose. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez, vous? alors, moi, je pense que moi, je suis contre le profilage. C'est-à-dire que il y a deux choses dans toute maladie, enfin dans toute cause de souffrance. Il y a deux choses. Il y a les causes physiques qu'on peut définir, qu'on peut identifier, qu'on peut dessiner. Et puis, il y a le sens qu'on lui donne. Et le sens qu'on donne à la souffrance qu'on éprouve est différent d'une personne à une autre. Donc, ce qui me soucie toujours un peu quand quelqu'un parle de sa maladie en disant voilà ce que cette maladie est pour moi, ce qui me soucie toujours un peu, c'est que je me dis mais qu'est-ce que ça veut dire pour les autres personnes qui ont la même maladie et qui entendent ça? C'est-à-dire, est-ce que les femmes qui souffrent d'endométriose se reconnaissent dans cette description? Probablement pas. Ça ne veut pas dire que cette description en elle-même est problématique ou est, comment dire, discutable. On ne peut pas discuter une perception, on ne peut pas discuter une définition de soi. Ça ne se discute pas. Ça veut dire que ce qui est problématique, c'est que, par exemple, des médecins ou des théoriciens ou des personnes reprennent cette définition en disant voilà la définition de toutes les femmes. Non. Chaque personne perçoit sa maladie de sa façon à soi et cherche du sens pour soi. Mais, et ce que les femmes ont en commun, c'est pas le sens. Ce que les femmes ont en commun, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire les îlots d'endomètre qui les font souffrir, qui font souffrir certaines femmes, mais pas d'autres. Il y a des femmes qui ont des îlots d'endométriose et qui souffrent pas. Il y en a d'autres qui ont des petits îlots et qui souffrent beaucoup. Il y a des femmes qui ont des problèmes de fertilité, d'autres qui n'en ont pas. Donc, c'est pour ça que je dis que je suis contre le profilage. C'est-à-dire que le sens que l'on donne à ce qui nous arrive nous est propre. Il ne peut pas être extrapolé aux autres. Il ne peut pas être non plus pris ni par nous ni par quelqu'un d'autre comme exemple ou comme Modèle à atteindre. modèle à atteindre ou comme modèle à imposer. Ouais, c'est clair. Donc, je crois que c'est très important qu'une femme dise ce que, par exemple, son endométriose représente pour elle, et que quand elle dit ce qu'elle représente pour elle, ça nous aide, nous les soignants, à regarder ce qui est important pour elle, c'est-à-dire comment elle veut être soignée. Ce que ce texte dit, par exemple, c'est que c'est pas seulement l'endométriose qui est un problème pour elle, c'est aussi la relation qu'elle a avec sa propre mère, c'est sa propre
sa propre crainte d'être mère ou pas, mais par exemple, des femmes qui n'ont pas d'endométriose peuvent ressentir exactement les mêmes Ressentir ça. inquiétudes. Ouais, tout à fait. Est-ce que l'endométriose ici c'est la cause ou est-ce que c'est l'occasion qui lui permet de parler de craintes qui sont des craintes qui sont communes à beaucoup de femmes? Je trouve ça magnifique, cette dernière phrase aussi. Je trouve que c'est vraiment ça. C'est trop beau. C'est l'occasion de parler de quelque chose. Enfin, je trouve ça magnifique. Et je pense que c'est important qu'on rappelle toujours de ça. C'est-à-dire que, moi, le livre sur la douleur, c'est un livre auquel j'avais pensé depuis longtemps et qu'on a fait il y a 2 ans il y a 3 ans, on s'y est mis. Ouais, Mais fondamentalement, ça m'a conforté dans ma perception, ma conception du monde, et de la santé, qui est que, comment dire, la maladie, c'est un phénomène physique qui prend des dimensions très différentes d'une personne à une autre. Deux femmes qui souffrent d'un cancer du sein n'auront pas le même vécu parce que c'est pas les mêmes femmes. C'est pas la même femme. Elles n'ont pas le même entourage, elles n'ont pas la même vie, elles n'ont pas le même âge, rien n'est pareil. Mais on voudrait ranger toutes les femmes qui ont un cancer du sein dans une catégorie qui est femmes ayant eu un cancer du sein. Non. Donc, il faut remettre la maladie là où elle est. C'est-à-dire, vous avez une maladie, en l'occurrence, c'est un cancer du sein, mais vous n'êtes pas réduite en tant que personne à ce cancer du sein, ou à cette endométriose, ou à cette migraine, ou à n'importe quoi. Ouais, c'est clair. Et l'obligation du soignant, c'est de vous apporter les soins qui correspondent à qui vous êtes pour cette maladie-là, à ce moment-là. Et pas un truc systématisé qui est, allez, toutes les femmes qui ont un cancer du sein, c'est radiothérapie, chimiothérapie, chirurgie, réparation. Wow! Attends, c'est pas une usine, on n'est pas une usine, quoi. Et les femmes, c'est pas des machines dont on change des pièces. Donc voilà, moi, c'est ça que ça m'inspire. C'est-à-dire que il faut sûrement que la maladie soit une occasion pour les professionnels de santé d'écouter les femmes, mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'ils se focalisent sur la maladie. Ils croient que c'est la maladie qui est la cause de tout, ou le centre de tout. Non, c'est la femme ou la personne qui est au centre de tout et qui a des dimensions multiples, dans laquelle la maladie est une des dimensions, mais pas la seule, ni la plus importante. C'est hyper touchant ce que vous êtes en train de dire, parce que moi, ce fameux livre là, j'avais parce que j'ai un lupus systémique, j'ai une fibromyalgie et j'ai une endométriose profonde. Et en fait, tout ça là aujourd'hui, ça va, je suis en rémission. Mais il y a 4 ans, quand mon lupus est arrivé, qu'on m'avait lu un passage de ce livre, j'avais dit mais n'importe quoi. Enfin, c'était pas le moment pour moi. Je me suis dit mais n'importe quoi. Et là aujourd'hui, au bout de mon endométriose en rémission, je vais faire une opération préventive pour enlever, parce que ça a créé des adhérences. Là, il y a plus de nodules, mais comme j'ai un lupus et que je ne veux pas, si j'ai un choc émotionnel, le lupus part rapidement en inflammation et que ça entraînerait rapidement, forcément, avec ce feu de paille tout près. Ça pourrait aller créer vraiment des choses pas terribles au niveau du petit bassin. Et donc, je me suis dit, je vais cheminer pour me faire enlever les adhérences et je suis prête, tout va bien, je prends plus de pilules, tout ça. Enfin, je suis vraiment en rémission. Et là, je discute avec une femme qui travaille sur les mémoires cellulaires et elle me dit, oh, est-ce que tu as lu le livre sur le grand dictionnaire des maladies? Et je lui dis, j'en sais rien. Et puis elle le lit sans me dire ce qu'elle lisait. Et là, je dis, c'est marrant, mais en fait, ma mère qui m'a abandonnée quand j'étais bébé, j'ai eu son contact téléphonique là. J'ai 37 ans. Et là, en fait, ça a fait un vrai déclic. Je me suis dit, mais carrément, j'avais l'impression que je vivais ma vie sans que, entre guillemets, ça ne m'impacte. Mais en fait, si. Et du coup, j'ai pu comprendre un peu mieux ce profilage, mais sans m'identifier à la cause, et en me disant qu'effectivement, c'était l'occasion pour moi de cheminer, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup d'errance dans l'endométriose. Et je trouve que cette errance, je la justifie pas, mais je me dis que finalement,
elle fait maturer quelque chose en nous, enfin les femmes qui sont atteintes de la maladie, et que si on n'a pas le temps de créer cette maturation, on revient encore dans cette notion d'infantilisation. Et des fois, je dis que c'est un petit peu de l'hypnose sociétale parce qu'on nous dit ce qu'on doit ressentir, on nous dit quand est-ce qu'on doit le faire, on nous dicte un peu tout ce qu'il y a à créer autour et pas à travailler sur ce ressenti. Donc c'est pour ça que je disais que mais cette phrase que vous aviez dit de dire mais finalement c'est l'occasion de peut-être exprimer quelque chose que d'autres femmes pourraient avoir et non pas l'occasion de faire. Je trouve ça assez fort en tout cas. Je crois que enfin, ce que vous dites, c'est important parce que c'est vrai que dans un monde dans lequel les médecins disent aux personnes ce qu'elles doivent ressentir, comment elles doivent se soigner, etc., il n'y a pas beaucoup de place pour faire un chemin qui soit personnel. Ouais. Or, or, on dit de plus en plus, par exemple, que les gens qui sont en fin de vie ou qui savent qu'ils ont une maladie terminale et qui ont une espérance de vie extrêmement courte, beaucoup vous disent, on essaye de faire un chemin personnel pour donner du sens à ce qui est passé et éventuellement distinguer. Mais ce chemin personnel, on doit pouvoir le faire à n'importe quel moment, même si on n'est pas susceptible de mourir la semaine prochaine. La surmédicalisation l'empêche de le faire parce qu'elle éteint tout le reste. Alors que le rôle des professionnels de santé, c'est pas de dire aux gens voilà, les prescriptions que je vous donne, c'est ça le plus important dans votre vie. Ben, non. Moi, j'ai compris très vite quand j'ai commencé à faire du Balint. Donc, le Balint, c'est des groupes de parole de soignants pour. Ah oui, j'ai vu que vous faisiez ça. Pour discuter des problèmes relationnels qu'on avait ou des inquiétudes, des tensions, des énervements qu'on avait par rapport aux personnes qu'on soigne. Et dans le Balint, j'ai pris conscience, donc on est 10-12, on se voit une fois par mois, et puis à chaque fois, il y en a un ou deux qui racontent une difficulté relationnelle qu'il a avec une patiente ou un patient. Bon. Et très rapidement, j'ai compris un truc qui est très très bête, mais que la plupart des médecins, quand ils se mettent à exercer, oublient complètement, c'est que quand je vois une patiente ou un patient, dans le meilleur des cas, je vais la voir 20 minutes, une demi-heure, 3/4 d'heure. Dans le meilleur des cas. Mais je ne la vois que 3/4 d'heure. Le reste des 360, si je la vois une fois dans l'année, le reste des 365 jours, elle ne le passe pas avec moi. Non. Comment est-ce que je peux imaginer que ce que je vais dire ou faire pendant cette heure peut être plus important que le reste de sa vie? C'est juste aberrant. Donc, il ne s'agit absolument pas, jamais, de penser que ce qu'on va pouvoir dire ou faire, surtout si c'est contraignant, surtout si c'est désagréable, surtout si c'est pas bienveillant, adapté, ça va compter. En revanche, si on se dit, bon, je peux apporter un soutien, une réassurance, rassurer beaucoup. Moi, j'ai passé beaucoup de temps à rassurer, en particulier en tout ce qui était santé des femmes. Je passe mon temps à rassurer. Parce que 9 fois sur 10, les femmes souffrent du fait qu'on leur a on leur a imposé des dictats ou des règles ou des trucs comme ça, et on leur a fait peur, et on leur dit, au fond, non seulement vous êtes une femme qui fonctionne pas bien, mais en plus vous êtes une mauvaise femme parce que vous ne faites pas en sorte de bien fonctionner. Mamma mia. Bon. Mais alors que quand on a le mouvement inverse, consiste à dire bon là je crois que c'est pas grave, voilà pourquoi je crois que c'est pas grave, c'est légitime d'avoir peur, c'est légitime de s'inquiéter, c'est légitime de poser des questions, il n'y a pas de questions stupides, mais raisonnablement bon. Et de dire, et puis si vous êtes inquiète à nouveau, vous revenez me voir et on en reparle. Bon. Et ça c'est positif, parce que ça libère toute action d'un professionnel de santé qui enchaîne la personne, c'est pas du soin. C'est juste et après, mais pour pouvoir faire ça quand on est un professionnel de santé, il faut accepter que les gens vivent leur vie comme ils l'entendent. Les femmes vivent leur vie comme elles l'entendent. Je n'ai pas de droit
je n'ai pas de prérogative et je n'ai pas de jugement à porter sur la façon dont une femme vit sa vie, la construit, la conçoit, la comprend. Euh, mais vous voyez que c'est un paradigme très différent de celui dans lequel on éduque les professionnels de santé Ouais. en France. On leur dit non, il faut que vous interveniez et que vous disiez aux gens comment mener leur vie. Quoi. Ouais. Là, il n'y a pas de place à l'éducation des perceptions, des émotions. Et qu'est-ce que Non. vous pensez des médecines douces et des médecines déjà, est-ce que vous dites médecine douce ou médecine complémentaire ou médecine parallèle? Qu'est-ce que Euh, vous... non, je dis rien. C'est-à-dire que moi, je définis la médecine que je pratique comme étant la biomédecine, c'est-à-dire la médecine fondée Ah, sur les connaissances biologiques. Après, il y a d'autres pratiques qui peuvent être des pratiques traditionnelles, qui peuvent être des pratiques, comment dirais-je, en fait, le terme que j'utilise le plus souvent, c'est plutôt pratique traditionnelle, parce qu'il n'y a pas de, ah, il n'y a pas vraiment de, il n'y a pas vraiment de médecine, entre guillemets, non biomédicale qui ne soit pas ancrée dans une pratique traditionnelle qui vient hmm, dans l'autre. Mais ce que je pense, c'est que encore une fois, euh, si si je considère qu'une personne est autonome dans ses choix, hmm. je n'ai pas de jugement à porter sur le fait qu'elle fasse appel à une pratique. Je peux porter un jugement sur les praticiens qui vendent Hmm. euh, des pratiques dangereuses, des pratiques quelconques pour de mauvaises raisons. Mais je le ferai de la Hmm. même manière pour des médecins qui pratiquent la Oui, qui biomédecine. sont... Hmm. Un médecin qui pratique la biomédecine et qui prescrit des médicaments dangereux ou qui prescrit des médicaments quand les gens n'en ont pas besoin, je trouve que c'est crapuleux. C'est pas Hmm. lié, c'est pas lié comment dirais-je, à la matière médicale elle-même. C'est lié à Ouais, l'attitude des professionnels. Donc exact. voilà. Hmm. Moi, je pense que c'est surtout comme ça que je vois les choses. Si une personne va consulter un homéopathe parce que manifestement ce qui sort de sa relation avec l'homéopathe lui fait du bien, Ouais. il n'y a rien à dire. Euh, si elle va consulter un psychiatre qui lui prescrit des médicaments qui la détraque complètement, là, il y a des choses à dire. Même si les médicaments du psychiatre, ils ont l'autorisation de mise sur le marché. Parce que encore une fois, c'est pas la question n'est pas le statut Oui. du Hmm. professionnel, c'est son attitude. Hmm. Ah, génial. Super. Et donc, je vais remettre comme ça, si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser. Je vais juste hop, activer les commentaires, comme ça, vous allez pouvoir poser nos deux questions. Alors, le Covid, Oui. vous en Qu'est-ce qui me pensez quoi? je sais pas. Je pense que Ou la c'est une Covid, saloperie. enfin, le virus de la Covid, enfin, bref, la maladie. C'est une saloperie qui rend beaucoup de gens malades. Ouais. Euh, je sais pas que j'en pense quoi, c'est que moi j'ai une attitude, comment dirais-je, biomédicale quand je porte un masque quand quand je vais dans un magasin, j'ai respecté la distanciation, même avec mes enfants. Hmm. Un de mes enfants qui travaille dans un milieu hospitalier a attrapé le virus et Ah. heureusement pour lui, il a fait une forme bénigne, c'est-à-dire qu'il a été flagada 3, 4 jours, mais il n'a Hmm. pas eu de Hmm. symptômes graves. Bon. Mais je pense que, mais je suis aussi né à une époque où les maladies contagieuses étaient beaucoup plus problématiques, et en Ah oui. particulier, vous savez, moi je suis né en 55, la Hmm. tuberculose, qui était quand même Ah oui, une c'est maladie vrai. qui était endémique dans le monde entier, qui n'était pas aussi fulgurante que la Covid, mais qui pouvait tuer des petits enfants en bas Ouais, âge. de façon Elle radicale. était Ouais. elle était entrée en et mon père, qui était médecin, lui, il a vu des enfants mourir de rougeole, il a vu des enfants paralysés par la polio. Donc, je suis pas, comment dirais-je, je suis pas surpris par L'ampleur.
l'ampleur et la dangerosité de la maladie parce que c'est une maladie nouvelle, c'est une maladie très contagieuse et le fait qu'il y ait autant de gens qui soient atteints d'un coup, c'est parce que précisément personne ne l'avait Prévu. rencontré avant et n'avait prévu et n'avait rencontré avant. Donc, je suis content qu'il y ait des vaccins qui apparaissent et qu'on vaccine les gens fragiles, Mm. mais je pense que c'est aussi un rappel, cette épidémie, cette pandémie, c'est un rappel du fait que l'ennemi numéro un de la santé dans le monde, c'est les maladies infectieuses. Mon frère travaille, mon frère, il va prendre sa retraite. Là, il travaille à l'OMS et il a été pendant 5 ans le directeur du programme d'éradication de la polio. Ah, Il faut wow. savoir que maintenant, il y a plus de polio nulle part, alors que moi, j'ai connu des gamins qui Bah avaient oui, la polio, tout à fait. qui étaient restés paralysés d'un bras ou d'une jambe ou qui marchaient Mm. en fauteuil roulant. Il n'y a plus de polio dans le monde, sauf dans 2 pays, le Pakistan et l'Afghanistan, parce que l'Afghanistan est en guerre et que, Ah oui. et que les deux ils sont voisins et les deux se réinfectent mutuellement, parce Oui, que c'est très compliqué de vacciner tout le monde. Et comme il le dit très bien, quand vous allez dans des villages dans lesquels les gens manquent de tout, et d'abord ils n'ont pas assez à bouffer, bah ouais. je trouve quand même que leur donner des gouttes pour les vacciner, c'est à quoi ça sert puisque on a Ouais. déjà pas à bouffer. Donc Mm. c'est compliqué, mais les grandes pandémies, c'est un truc de l'histoire de l'humanité. Je veux dire, on, on imaginait, parce que précisément depuis 50 ans, on vaccine tout le monde contre les maladies les plus fréquentes, on s'était mis à imaginer que ça pouvait pas arriver, mais Pas la preuve que arrivé, si. ouais. La preuve Ouais, que si. tout à fait. Alors, Mm. je- comment dirais-je, je crois pas que ce soit un complot. Un complot. Je crois que malheureusement, Je pensais que vous aviez le secret, moi. Je vous posais la question en pensant que vous aviez le secret. je crois pas que ce soit un complot planétaire. Je suis plutôt content qu'il y ait des gens qui puissent se faire vacciner maintenant. Mm. Moi, je suis en bonne santé, donc je vais continuer à rester euh, confiné jusqu'à ce que mon tour arrive. Je ne veux pas aller me précipiter pour me faire vacciner parce qu'il y a des gens qui sont plus menacés que moi. Et en plus Excellent. menacés que moi, et donc je veux pas qu'ils soient. Je Ouais. préfère que les gens qui sont il y a l'équivalent d'un EHPAD, il y a un un À côté de. CHSLD qui est à côté Mm. de chez moi. Moi, je préfère que les gens qui vivent Soit là-dedans vacciné. soient vaccinés, plutôt que moi qui ne suis pas en danger. Mm. Et je prends ça quand même très au sérieux, quoi. Je veux dire, Mm. je, je ne me moquerai pas, d'autant plus encore une fois que je connais des gens qui sont en première Ouais. ligne. Ouais. Euh, bon, moi pas personnellement, mais j'ai des amis qui ont eux-mêmes des amis médecins qui ont été malades, qui sont morts. Mm. Bon, c'est un problème sérieux. Ouais, c'est clair. N'hésitez pas à poser vos questions. J'ai une ou deux questions. J'ai remis les commentaires. Est-ce que vous pratiquez le yoga? Est-ce que vous méditez? Est-ce que vous... Moi, ma compagne ma compagne a fait du yoga, Génial. moi, en ce moment, depuis longtemps. La méditation, non, mais ce que je peux dire, par exemple, c'est que ça fait plusieurs années que je vais voir une thérapeute qui Ah, m'aide à travailler mes propres, comment dirais-je, mes propres problématiques. oui, Je génial. pense que la psychothérapie est quelque chose qui peut, comment dirais-je, apporter beaucoup, même tout simplement, pas forcément quand on souffre beaucoup, mais parfois parce qu'on comprend pas un certain nombre de choses. On Hmm. comprend pas un certain nombre de modes de fonctionnement. Moi, j'ai appris à comprendre beaucoup de choses sur mon propre mode de fonctionnement psychologique. Excellent. Euh, 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 bon, pour vous donner un exemple, par exemple, enfin, qui est, ça peut paraître curieux, mais j'ai une sorte de peur de l'abandon, peur d'être Ah, abandonné. excellent. Wow. J'ai jamais peur d'être seul, je suis très bien seul. J'ai Ouais. peur d'être abandonné. Donc, Wow. quand une personne que j'aime beaucoup ne me donne plus signe de vie, Hmm. j'ai du souci, mais j'ai découvert que ce n'était pas parce que j'avais vraiment peur qu'il puisse arriver quelque chose. C'est parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus de C'était pas. relation. Wow. J'ai peur que la Et relation disparaisse. d'accord. Mais est-ce que du coup, c'est en lien avec votre histoire ou pas? Parce que, enfin, après, moi, je Et travaille beaucoup en probablement, profil.
Je travaille c'est beaucoup en probable, profil émotionnel avec les c'est, patientes que j'accompagne et je trouve des c'est prob- mots-clés et je les utilise. ouais, c'est probablement en rapport avec mon histoire, mais je ne crois pas, par exemple, que ce soit indispensable. Parce que moi, je n'ai pas trouvé il y a peut-être pas une cause, c'est peut-être une suite Hmm. de situations qui. Parfois, on ne trouve pas comment dire, De facteurs déclencheurs, de déclenchants, de facteurs quelque chose. déclenchants, Ouais, mais on comprend des mécanismes. tout à Et fait. Ah, c'est passionnant, carrément. ah bah oui, là je me fais des soucis parce que c'est mon syndrome abandonnique. Bon, et du coup je peux poser mon syndrome abandonnique en disant bah oui c'est et là je fais autre chose. Euh, comment dirais-je, qui permet de plus être angoissé. Mais ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup de discuter avec quelqu'un qui vous aide à comprendre comment vous fonctionnez. Ouais. Ah non, Même mais à cause. ah ouais, je trouve ça passionnant. Et puis même dans votre histoire, est-ce que vous avez réussi parce que c'est pas tous les hommes qui vont avoir ce côté militant que vous avez auprès des femmes, mais est-ce que vous avez réussi s'il y avait des hommes qui écoutaient cette vidéo ou des femmes qui nous écoutent, parce que beaucoup de gens regardent souvent en replay les lives que je fais, est-ce que vous pourriez dire à cette femme ce qu'elle pourrait dire à son homme ou à cet homme qui écoute cette vidéo, ce qui a enclenché enfin, cette passion chez vous, est-ce que c'est votre histoire? Est-ce que c'était déjà, enfin, c'est quoi la quête de sens de tout ça? C'est c'est très compliqué parce que comment dire, il n'y a sûrement pas un facteur, mais beaucoup. Mhm. Mais ce que je peux dire sûrement, c'est que même si je suis un homme, et même si j'ai l'air d'être blanc, mais en fait je suis pas blanc, mais je suis un Africain du Nord pur métèque, mais je passe pour blanc. Mais même si je suis un homme qui passe pour blanc, euh, j'ai subi des injustices euh, Ouais. affectives, psychologiques, personnelles au fil de ma petite enfance et de mon adolescence. Euh, et, et ces injustices m'ont sensibilisé aux injustices qui sont exercées sur les autres. Mhm. Mhm. C'est-à-dire que je ne me suis jamais senti. En anglais, il y a un mot euh, pour dire que quelqu'un a le sentiment d'être une personne importante, c'est entitled. En anglais, on dit entitled pour dire celui-là, Mhm. plus est dû. Vous voyez? Ah, il Moi, est élu. voilà. Je ne me suis jamais senti entitled. Je ne me suis jamais senti comme quelqu'un à qui tout était dû. Au Ouais. contraire, j'ai eu le sentiment, pour des raisons très personnelles, de subir des injustices. Et donc, ça m'a sensibilisé aux injustices des, Des des, autres. Wow. des autres. Donc, par solidarité, Mhm. parce que je me sens pas supérieur non plus aux autres, Mhm. solidarité, voilà. Et puis, il se trouve qu'en plus, quand on est médecin de famille, on soigne surtout des femmes. Et puis après, j'ai soigné aussi beaucoup, surtout des femmes parce que je travaille dans un centre de femmes. Euh, Mhm. je suis solidaire, si vous voulez. Mhm. C'est pas parce que Wow. j'ai pas de, pas parce que j'ai pas de règles que je suis pas solidaire des femmes qui ont mal pendant longtemps. Ah, c'est hyper touchant. Franchement, enfin, ouais. Merci énormément. Je Nina, suis, merci de m'avoir invité à c'est, parler. c'est incroyable. Enfin, et puis ce mot sur l'abandon, quand on parle de l'endométriose et de l'errance qu'il y a derrière, en fait, on revit beaucoup ça. Et les femmes que j'accompagne moi, en fait, c'est souvent le mot qui ressort. Et je vous disais, moi, j'étais abandonnée par ma mère, et je trouve que c'est fou. C'est assez touchant en plus de dire que finalement, c'est notre sensibilité aux injustices qu'il y a autour de nous qui va aussi nous aider ou pas à nous engager vers le chemin personnel qu'on a envie de faire pour y participer. Je trouve ça waouh. C'est Puis on se sent moins seul, hein, je veux dire, c'est quand quand on a un engagement sous une forme quelle qu'elle soit, euh, c'est- enfin moi ça me fait du bien à moi. Je veux dire, je le fais pas par l'altruisme pur, ça n'existe pas. C'est juste pas possible. Mais je me sens, comment dire, ça me fait du bien de donner un coup de main. Voilà. hmm. Alors, il y a des mots, il y a plein de mots là pour vous.
vous êtes tellement bienveillants, de belles âmes réunies. Je pense que oui, j'aurais pu discuter avec vous pendant des heures. Et je devais vous voir à Lille. Vous deviez venir en mars de l'année dernière, et il y a eu Oui, la Covid. J'étais dégoûtée. Donc, ça va revenir, j'espère. ça va revenir. Ça va revenir. Bah oui. C'est- je reviendrai peut-être cette année ou peut-être l'an prochain. Lille, c'est une ville où j'aime beaucoup aller, donc je reviendrai sûrement. Bah, vous me dites, enfin, on verra ensemble. J'ai votre téléphone pour qu'on organise quelque chose, parce que comme ça, ce sera bien. Alors, je vais voir s'il y a. Alors, je regarde vite. Quid de la prise en charge de la ménopause, de l'information. Je sais Ah, pas trop. c'est en deux mots. Il y a un grand comment dire, il y a un grand manque à la fois d'informations sur ce que c'est que la ménopause et, Ouais. et je pense que alors il y a un très bon livre pour tout ce qui est santé des femmes. Il y a un, Excellent. il y a un très bon livre, il y a un très bon livre que je conseille qui Ah, s'appelle c'est Notre corps. Notre corps, notre cœur. C'est pas de vous, Non, ça? non, Non. notre corps nous-mêmes. Notre corps nous-mêmes. Ah, notre corps nous-mêmes. Ok. Ah, bah, c'est Notre qui corps l'a nous-mêmes. écrit? Je vais noter. Voilà. Notre corps nous-mêmes, c'est un très bon livre, c'est une sorte de livre encyclopédique sur la santé des femmes qui est écrit par des femmes, Ah, que des génial. femmes qui ont participé. C'est vraiment le livre qui est le manuel de santé des femmes écrit par des femmes pour les femmes. Ah, génial. Et Je vais en noter sur. particulier, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses sur la ménopause dedans. Il y a beaucoup Hmm, de choses sur tous les aspects de la santé des femmes, sur le genre, sur les règles, sur l'endométriose, surtout. C'est un génial. gros, c'est un grand livre, un gros livre qui fait 350, 380 pages, écrit petit. C'est un livre pour accompagner, et c'est un livre qui existe dans la version française de cette année, elle a été, enfin de 2020. Ok. Euh, mais le livre est un projet collectif qui a été mis au point par des femmes américaines, enfin qui a été commencé par des femmes américaines, qui était le collectif, ce qu'on appelait le collectif de Boston en 1974, 73, Ok. 74. Waouh. Il y a beaucoup d'éditions successives, et là, c'est l'édition française mise à jour pour les femmes d'aujourd'hui, et c'est absolument à lire. Ok. S'il y a un livre à acheter, c'est celui-là. Génial. Voilà, ça, il y a une réponse. Après, je pense qu'il y a une personne à mobilité réduite qui a posé une question. Je suis une personne à mobilité réduite. Il est extrêmement difficile d'avoir accès à une consultation gynécologique. Qu'en pensez-vous que la situation, je sais pas, je n'ai pas la suite éventuelle, mais ouais, Alors, ça c'est la France, hein. ça, c'est la France, exactement. C'est-à-dire que On n'est pas bien. non, bah non, parce que c'est quelque chose qui est pas du tout dans la culture, ni dans la culture sociale, ni dans la culture des médecins. Il devrait y avoir, enfin moi j'en ai été conscient très vite parce que par exemple il y avait des femmes qui étaient en fauteuil roulant et qui voulaient qu'on leur pose un stérilet, ou qui Ouais. voulaient pas de Oh, pilule, ou qui voulaient pas de pilule, ou qui voulaient pas avoir de règles parce qu'ils ouais. étaient en fauteuil roulant, des règles. Bon. Et donc personne leur disait par exemple qu'elles pouvaient prendre leur pilule en continu pour pas avoir de règles, ou qu'on pouvait leur poser un stérilet hormonal, et à ce moment-là elles n'auraient pas eu de règles du tout, mais en plus elles étaient Bah tranquilles. ouais, c'est Mais clair. poser un stérilet à une femme qui a une paraplégie, les tables, elles sont pas faites pour ça. Ah non, non, ah non, c'est. Donc moi, j'ai proposé d'examiner les femmes qui avaient une paraplégie sur le côté. Ah ouais, ouais, ouais. Que, alors, et on n'avait pas, mais c'est parce que j'ai lu qu'on pouvait le faire, que les Anglais faisaient comme ça. Mais en France, on n'apprend pas aux médecins à examiner sur le côté. Donc il y a énormément de choses, en particulier pour les personnes qui sont. Et une autre chose que je faisais aussi, que j'avais fait dans mon cabinet médical de campagne, c'est que j'avais deux plans d'examen. J'avais une table classique, mais j'avais aussi un divan très bas sur Hmm. lequel toutes les personnes pouvaient s'installer. Ah, excellent. Parce qu'il était bas, il n'y avait pas besoin d'aller grimper De des monter. escaliers, etc. Non. Hmm. Et ça c'est effectivement c'est un problème, c'est le problème de la France où les cabinets médicaux ou même les hôpitaux ne sont pas faits pour les Non. personnes à mobilité réduite. Alors ça devrait faire partie des Hmm. définitions.
Ouais. Donc vous allez pas revenir en France, quoi. Ah, maintenant, je suis citoyen canadien. Non, je vais pas revenir en France. Je viendrai pour des conférences, mais je vais pas venir. De toute façon, maintenant, je n'ai plus tout à fait l'âge d'exercer. Ouais, je sais. Non, mais bon, les choses sont en train de changer dans certains endroits, mais c'est pas Oui, rapide et ça se fait pas partout pareil aussi. c'est encore un petit peu long. Non, Ouais. mais en tout cas, un grand merci. Voilà, il y a en souvenir de votre passage à la fac de médecine de Lille en 2003-2004, où vous aviez fait une conférence pour les étudiants en P1. Vous vous souvenez de ça? Alors, bah oui, je me souviens. C'est un grand souvenir pour moi aussi. Ouais, excellent, c'est génial, c'est incroyable. Un grand Non, mais souvenir pour moi aussi. Ouais. c'est super. Voilà, apparemment, oui, il y avait des personnes qui connaissaient le livre. Il est hyper important, ce livre. Mais un grand merci, Martin. Enfin, Ah, merci. beaucoup de gratitude de ce moment et j'ai hâte de vous voir en vrai à Lille. Ce serait trop, trop bien. Je vais m'y atteler pour organiser ça. Dès que vous prenez vos billets d'avion, vous venez, vous me dites comme ça, D'ailleurs, je en général, m'organise. j'annonce un peu à l'avance quand est-ce que je viens, de façon justement pouvoir organiser des trucs. Donc, Oui, vous serez super. au courant. Génial. En tout cas, un énorme merci. C'était passionnant et on reste en contact. Merci pour tout. Merci à tous ceux qui étaient là. Je vous laisse nous dire un mot de la fin en canadien peut-être, je ne sais pas. Merci à vous, Nina. Merci de soigner et merci Oui. de faire passer de faire passer des échanges parce que je pense que, euh, comment dire, encore une fois, partager et communiquer, ça fait partie du soin. Donc, Ah, merci de excellent. Génial. Merci à tout le monde. Bonne soirée à tout le monde. Je laisse le live en replay. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager et à donner vos avis. Voilà. Bonne santé. avec Bonjour plaisir. à votre blonde. J'aime bien comment la blonde. C'est celui le bonjour, un gros cœur. Au revoir tout le monde. Au Au revoir revoir. Martin. Au revoir.